Oui, oui. Le partage. D'accord. Faut d'abord activer le micro. J'ai oublié de l'activer. Votre Hmm, micro il est fermé. c'est fermé. Oui. Ça, je pense. Oui, oui. Réduisez maintenant. Vous connaissez celui-ci? Oui, Ah, c'est dit ici, ce sont ces gens-là qui sont les ayants droit. ah, ils sont des ayants droit. Ah, merci. Oui, bonjour les amis. Oui, bonjour. Est-ce que vous me captez bien? Ça va? Bonjour, bonjour, bonsoir, ça va bien? Ah, ça va. Esther, vous êtes en forme? Nous sommes là. Oui, oui. Héritier aussi est en forme, j'espère. Ouais, aujourd'hui j'ai fait un effort pour me rattraper un peu, vu les difficultés de la connexion, mais je suis là. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, hier, j'étais avec Esther. On a eu un petit souci. Les courants ne nous avaient pas laissé la liberté d'aller jusqu'au bout. Nous avons été même dans la difficulté de pouvoir partager les modules pour la session d'hier, mais on va vous les faire aujourd'hui. C'est bien. Ça, bon, on le comprend, c'est parmi les problèmes techniques. Oui, Euh, ok. Si vous permettez, alors on peut avancer, à moins que vous ayez une quelconque question à partir de ce que vous avez déjà suivi. Il y a aussi les autres en présentiel. S'il y a une préoccupation, on peut y répondre avant d'avancer. Alors, est-ce qu'il y a un souci? Oui, j'avais des questions Oui, concernant la leçon d'hier, ok. surtout concernant l'élaboration des cadres de suivi. Oui. J'aimerais savoir qui élabore ces cadres de suivi. Est-ce que c'est le projet, le concepteur des projets, ou c'est le chargé de suivi et évaluation qui doit élaborer ces cadres de suivi des projets? En deuxième lieu, Oui. toujours l'exemple que vous avez donné concernant dans les tableaux, la colonne des sources de données avant et après. À partir de l'exemple que vous avez donné sur base de construction des salles de classe. Oui. Alors, dans cette colonne, supposons qu'avant le projet, il y a des salles de classe qui existaient. Mais lors de la mise en œuvre du projet, on s'est rendu compte que ces deux salles-là étaient en très mauvais état. Oui. Pour le projet-là démoli, a quand même construit ces 5 salles. Maintenant, dans ces colonnes-là, que doit-on mettre dans ces colonnes-là? Et en troisième position, c'est par rapport à le responsable des collectes des données dans cette colonne-là. Oui. Est-ce que le responsable là, c'est le chargé de suivi et évaluation, ou c'est la personne qui a collecté les données, où son nom doit figurer dans cette colonne, ou doit-on mettre les noms de la structure qui pilote le projet? Ce sont là mes préoccupations. Merci beaucoup de vos 3 questions très pertinentes. Alors, je commence par la première, où vous voulez savoir qui nécessairement doit
élaborer ou concevoir les cadres de suivi et évaluation. Donc, les cadres de suivi peuvent être élaborés selon l'organisation selon chaque organisation. Il y a ceux qui donnent ces tâches aux chargés, aux chefs de projet, mais les autres, c'est les chargés de suivi et évaluation. Mais de manière générale, c'est d'abord le chef de projet qui doit élaborer le cadre de suivi parce que lui est appelé à disposer des outils nécessaires pour distribuer à l'équipe de projet. Et donc, l'équipe de projet, là, il va maintenant cibler les chargés de suivi et évaluation. Mais bien entendu, vous devez aussi comprendre que pour certaines organisations, vous allez remarquer surtout les aspects, il y a des projets qui se passent sans qu'il n'y ait pas de chargé de suivi et évaluation. Et alors, c'est le chef de projet qui assume cette tâche. Et à ce niveau-là, c'est le chef de projet qui va concevoir le cadre de suivi et qu'il va gérer lui-même. Mais aussi, le cadre de suivi-là va servir aussi les consultants qui viendra de l'extérieur quand il s'agit de venir maintenant évaluer le résultat. Parce que dans le cadre de suivi et évaluation, il y a aussi le cadre de résultats qu'on peut venir évaluer. Et il y a une question capitale qui se pose parce que le consultant va aussi demander qu'on lui présente les outils nécessaires qu'on avait utilisés, par exemple, dans le cadre de suivi de ces projets. Lorsque les chargés, le chef de projet est en train de s'expliquer, il doit s'expliquer, mais on n'a pas besoin de belles phrases. On a besoin de la présence des outils, et parmi lesquels on peut demander le cadre de suivi. Ça va? Oui, ça va, ça va. Okay. Là, c'est clair. Alors, la deuxième question, c'est par rapport à la source des données. Alors, partant de l'exemple que je vous avais donné, la colonne qui marque la source des données, avant et après, vous dites, vous avez donné un exemple. L'exemple qui dit que lorsque il y a un projet, par exemple, qui vise à construire 3 salles de classe ou 2 salles de classe et qu'il y avait 3 autres, mais les 3 autres qui sont en mauvais état. Maintenant, lorsque on va présenter les données dans le cadre de suivi des projets, comment est-ce qu'on va afficher ces données pour dire qu'on a construit de nouvelles salles de classe, mais il y a 3 salles de classe, bien qu'elles soient en mauvais état, qui existaient auparavant. J'espère que c'est ça la question, héritier. Oui, oui, effectivement, c'est ça la question. Oui. Alors, ici maintenant, c'est lui qui va noter l'information. Il va mettre là où je mets avant, il va mettre 3 salles. Non, il va mettre, si c'est 3 salles qui sont construites, nouvellement construites, il va mettre 3 salles construites sur le 2 salles existantes. Alors, mais ce qui est évident, la qualité des salles qui existaient bien avant n'intéresse pas beaucoup notre évaluation. Ça va? Il faut noter cela. Mais on veut savoir si
les salles de classe qui ont été construites n'ont pas rencontré une référence. La référence, c'est-à-dire s'il n'y avait pas d'autres salles dans les milliers. Mais s'il y en avait, maintenant, on va dire qu'il y en avait, mais du moins, on mentionne le nombre de salles nouvellement construites et le nombre de salles qui existaient. On peut ne pas parler de l'état des salles qui existaient parce que ça n'intéresse pas peut-être notre évaluation du fait qu'on ne visait pas à réhabiliter les salles qui existaient. Alors, c'est comme ça que ça doit se faire dans la source des données. Ça va? Héritier? Oui, ça va, ça va. Ok. C'est bien compris. Oui, c'est bien compris. Oui. Mais maintenant, il y a une autre question que vous avez posée. C'était par rapport à la collecte des données. Oui, par rapport à la colonne de collecte des données. Oui. Dont les responsables. Qui doit être responsable de la collecte des données? Oui. C'est l'enquêteur, le chargé de suivi évaluation ou la structure qui pilote le projet? Non, c'est la personne qui a été sur le terrain, la personne, l'enquêteur qu'on a envoyé. Et si ce n'est pas l'enquêteur qui a été envoyé, ça peut être un agent de bureau, peu importe le grade qu'il porte, mais c'est la même personne. Là, on ne change pas la personne qui a collecté les données. C'est la même personne qui a été sur le terrain pour collecter les données. C'est lui le responsable de cette collecte de données. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'il n'y a pas une autre question. Comme les amis ne se manifestent pas, on va devoir maintenant avancer. Ok. Maintenant, nous revenons parce que hier, on n'avait pas bien fini. Nous avions eu des problèmes à partir de 19h. Non, 20h27. 20h27 minutes. Et à ce niveau-là, j'étais en train de vouloir introduire l'objectif de l'évaluation des projets de développement. Vous devriez aussi mettre en tête que tout projet n'est pas projet de développement. Les projets de développement nous intéressent en premier lieu, mais j'ai réservé un sous-thème qui va parler des autres projets en dehors des projets de développement et on pourra vous flasher, vous donner un aperçu général sur les projets qui ne sont pas directement déclarés comme projets de développement. Mais comme il n'est pas encore le temps de le faire, parlons aujourd'hui des objectifs de l'évaluation des projets de développement. L'évaluation, c'est aussi un moyen de gestion qui permet de récolter des informations permettant de prendre les décisions. Donc, lorsqu'on est dans une évaluation, on a un objectif poursuivi. C'est ce que je peux dire. Parce que l'évaluateur, il est engagé pour permettre au chef de l'organisation ou bien au donateur du fonds, permettre à ces deux stades-là de prendre une décision par rapport au rapport que le chargé de l'évaluation va leur présenter. Alors, ça signifie que dans l'évaluation, si les choses ne marchent pas correctement par rapport à ce qui a été planifié,
on peut juger, on peut prendre une décision de dire que non, les choses ne marchent pas. Et comme les choses ne marchent pas, nous voulons arrêter carrément le projet. Parce qu'il y a les paramètres qui n'ont pas été respectés. Et comme il y a encore peu d'argent, nous ne voulons pas que tout cet argent puisse se volatiliser. Nous pouvons récupérer l'argent qui reste au lieu de continuer avec un projet qui est en train de mourir. Et là, on prend une décision. Et c'est-à-dire, on peut prendre cette décision lorsque le risque de l'échec est trop grave. C'est-à-dire, il y a un risque très élevé. Et par rapport à ce risque-là, on peut le chargé de l'évaluation, il donne un rapport. Et quand le chargé de l'évaluation donne un rapport, il explicite ça dans les indications des indicateurs. Je donne un exemple. Un projet qui visait à construire 3 salles de classe, par exemple, pendant une période bien déterminée, prenons 6 mois. Maintenant, on arrive au 4e mois, la première salle de classe n'est pas jusque-là terminée. L'argent a été débloqué au moment prévu. Les ingénieurs ont été recrutés ou l'ingénieur a été recruté. La main-d'œuvre est là. L'argent a été donné. Il n'y a pas d'insécurité dans les milieux où le projet est en train d'être réalisé. Et maintenant, on se voit habité à des difficultés d'ordre technique. Soit l'ingénieur, c'est un aventurier, il est dans beaucoup de choses. Il arrive au 4e mois sans présenter même l'ouvrage d'une salle. Alors, comme la moindre chose n'est pas vérifiable jusqu'à ce stade-là, alors on peut dire non, un projet qu'on a financé pour le délai de 6 mois, nous sommes au 4e mois, rien n'est encore fait jusque-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous pensons que s'il y a encore quelque chose, il faut arrêter le travail et chercher une autre piste de solution. Alors là, on va convoquer bien entendu une réunion d'évaluation rapide. On évalue la possibilité de l'échec. Si on trouve que le risque est très grave pour que ce projet ne soit pas réalisé, on peut prendre alors une décision. Là, on parle maintenant de l'arrêt du projet. Alors, les chargés de l'évaluation, ils peuvent aussi donner un rapport pour dire que non, on peut modifier les projets. On n'arrête pas les projets, mais par rapport aux objectifs visés par le projet et aux résultats obtenus à l'heure de vérification, on trouve qu'il y a lieu qu'on puisse modifier certaines choses pour que les projets avancent mieux. Je donne un cas. Dans les mêmes projets de construction d'une infrastructure scolaire, on remarque que l'ingénieur qui a été recruté n'est pas à la base, mais il y a encore du temps. Les matériaux de construction sont encore là. Et il y a lieu d'échanger l'ingénieur ou les chefs d'équipe de construction et les remplacer par quelqu'un d'autre et continuer avec le projet. Là, on remplace un élément intégrateur, mais le projet va continuer. Il y a aussi le moment où on peut remplacer le projet. Ce sont des cas rares, mais je vais vous les signaler parce que ça peut arriver. Supposons que nous étions en train de vouloir construire
une école et il y a une situation chaotique d'épidémie comme coronavirus a été à l'époque. Alors, on a reçu l'argent pour construire une école, mais il y a la pandémie qui vient de tomber et où personne n'est plus autorisé de quitter son bercail. Tout le monde doit rester à la maison. Alors, on dit que non, les virus, les degrés de contamination est très grave et on n'a pas de précision sur l'arrêt de l'épidémie. Et à ce niveau-là, on peut alors proposer aux donateurs d'IFO, si on ne peut pas modifier les projets, et à ce niveau-là, on peut se dire non, on avait l'envie d'initier une activité pour construire une infrastructure scolaire, mais à cause de l'épidémie, nous trouvons que ça ne sera plus possible. Et on peut maintenant changer l'idée. Au lieu d'aller dans ce sens-là de construction, nous préférons qu'on puisse lancer un autre projet, par exemple, les projets de l'hygiène. Par exemple, comme on est dans la période de coronavirus, on dit, on prend cet argent, on l'affecte dans un autre projet qui vise à acheter les matériels de l'hygiène pour arrêter ou pour empêcher la propagation rapide du virus. Alors, à ce niveau-là, on peut dire non, on va acheter les kits hygiéniques, par exemple les cache-nez, on va acheter les sons de lave-mains, on va acheter le masque, on va acheter les désinfectants. Voilà, là maintenant le bailleur de fonds va étudier les cas et il y a ceux-là qui acceptent, il dit bon ça va, comme les projets A, on n'a plus la possibilité de le faire, prenons alors le projet B qui va aller avec les contextes locaux. Ça, c'est le projet maintenant qu'on va adapter au contexte. Parce qu'au fait, le projet vient répondre à un besoin spécifique. Mais lorsque les besoins pour lesquels ce projet a été conçu, si ces besoins n'arrivent pas et qu'il y ait une autre opportunité qui va présenter un autre besoin pertinent, ça vaut la peine de communiquer avec les bailleurs de fonds et de lui proposer si on peut réorienter le projet. Ça va? Allô, héritier, est-ce que nous sommes Oui, ensemble? jusque là, ça va. Ok. Oui, nous sommes ensemble. D'accord. Alors, il y a aussi une décision, et c'est la bonne décision parfois quand les choses avancent bien. Les chargés de suivi et évaluation peut aussi peut donner rapport si le projet avance bien, tel que planifié. Et là, on fait la poursuite, la poursuite avec les projets, avec les activités. C'est-à-dire, parce que c'est à lui qu'on pose toujours des questions. On ne peut pas donner l'argent et ne pas se rendre compte de l'état d'avancement des activités. Maintenant, les chargés des projets, il est là pour protéger l'argent qu'on a investi dans les projets et pour le faire maintenant, il doit toujours donner rapport et c'est grâce à ces rapports maintenant qu'on peut prendre l'une de ces décisions que je venais de vous citer. Alors, on doit aussi informer les parties prenantes sur les résultats du projet.
lorsque je parle de parties prenantes, on ne voit pas seulement les bénéficiaires directs du projet, mais aussi on voit les parties prenantes nécessaires et contournables. Donc, les influenceurs de ces projets seraient au même temps informés que les bénéficiaires directs. Je donne un cas. Pendant qu'on est en train de construire une infrastructure scolaire, les chefs du village a tout intérêt de savoir comment l'école qui est en train d'être construite dans son fief est en train d'évoluer. Il doit venir là-bas et c'est d'ailleurs évident, c'est pourquoi lorsque on veut mener une activité dans un milieu, il est demandé, c'est être sage, d'inviter et de communiquer. D'ailleurs, dans la phase d'identification des besoins, on doit aussi appeler, inviter les chefs locaux, les leaders d'opinion dans le milieu et participer à l'identification des besoins réels parce que c'est cette communauté qui connaît les difficultés, les besoins réels qui se trouvent dans les milieux. Et c'est ce qui va aider à l'équipe de planification ou de conception du projet de partir avec les éléments probants, les éléments qui racontent les attentes de la population. C'est à ce niveau-là qu'on demande aux concepteurs de projet de ne pas s'enfermer au bureau en train d'élaborer les projets, sans toutefois se rendre compte de la situation sur le terrain. C'est-à-dire, on doit aller parler avec les bénéficiaires directs et indirects de ces projets. Ensemble, on identifie les besoins réels et c'est pourquoi c'est une des raisons qui pousse aux initiateurs des projets d'organiser l'étude de baseline ou l'enquête CAP pour pouvoir se rendre compte, récolter toutes les informations nécessaires afin de détailler les besoins, les problèmes. C'est grâce à ce niveau-là, toutes les données que vous allez récolter pendant cette enquête va vous aider à dessiner l'arbre à problème. Et c'est cet arbre de problème maintenant qu'on doit aller transformer en arbre de solution, n'est-ce pas? Et de donner aussi, en déduire aussi l'arbre à objectif et puis l'arbre à stratégie. Là, nous sommes dans la conception, dans la gestion des projets. Et nous devons savoir que les projets ne concernent pas seulement l'équipe technique au niveau du bureau. Ça concerne aussi les parties prenantes et même la participation des bénéficiaires directs si cela est possible. Et après ça, on va parler aussi de la capitalisation des résultats pour les prochains projets similaires. Alors, comme on le dit en développement, que la satisfaction d'un besoin crée un autre, ça signifie que lorsque vous avez mené un projet avec succès, à la fin de ce projet, on propose, si vous êtes des personnes expérimentées, vous devez maintenant proposer un autre projet. Parce que si on a, par exemple, on avait un projet qui visait à construire les salles de classe et au bout de la durée du projet, toutes les salles de classe ont été construites avec
respect d'objectifs et de résultats, alors on s'est dit, voilà, les salles de classe ont été construites telles que planifiées par le projet. Et comme c'était bien fait, on a respecté les délais, on a respecté les coûts, on a respecté la qualité. Alors, à ce niveau-là, on dit, bon, vraiment, on a été efficace, l'efficacité a été vérifiée, et à ce niveau-là, l'équipe technique peut proposer aux bailleurs des fonds si maintenant on peut initier la seconde activité qui fera objet d'un nouveau projet qui viendra suivre après l'acquis de succès du premier projet. Et à ce niveau-là, si on était dans la construction d'infrastructures scolaires, on peut dire non, non, pour les salles de classe, nous sommes satisfaits, mais on ne peut pas s'arrêter à ce stade-là. Nous voudrions intégrer un autre projet, mais cette fois-ci, un projet qui touche les hoches, par exemple. On prend un projet qui vise maintenant à construire les latrines, les latrines, à mettre aussi l'eau au niveau, à installer l'eau au niveau de l'école. Et aussi, si il y a par exemple au niveau de 6e primaire, il y a les filles qui sont déjà dans l'âge de ils peuvent tomber en, comment est-ce que vous dites ici chez nous, l'âge de puberté. Ils ont besoin des kits d'intimité ou les kits d'hygiène. Hein? Alors, à ce niveau-là, on peut dire, comme nous avons maintenant les filles, il faut qu'on puisse construire les installations hygiéniques qui respectent les normes pour que les filles et les garçons ne puissent pas se retrouver dans les mêmes toilettes. Et on ne se limite pas par là, on essaie de mettre quelques innovations. On peut dire, on va aussi chercher à disponibiliser les kits hygiéniques en faveur des élèves filles. Et à ce niveau-là, on peut dire non, on peut aussi mettre même quelques matériels de lavage des mains, oui, des lavabos. Quand les enfants quittent les toilettes, ils se lavent les mains avant d'entrer en classe. Quand les enfants viennent à la maison, ils font la même chose. Oui, à la récréation également. Alors, c'est là, vous voyez que c'est un projet, c'est un nouveau projet qui accompagne les succès du premier projet. Mais ce qu'il faut faire, quand vous proposez un tel projet, il faut faire attention parce qu'on doit voir si si les résultats du premier projet auront des corrélations logiques avec les seconds projets ou les nouveaux projets. On ne peut pas dire que non. Nous étions en train, par exemple, de construire une école. Et après, comme on a eu des succès pour les projets là, alors les concepteurs, les bureaux techniques du projet proposent aux bailleurs un autre projet, mais un projet qui va très loin de la logique du premier projet. Là, il n'y aura pas la corrélation. Par exemple, si on était en train de construire l'infrastructure scolaire et au bout, à l'achèvement de cette infrastructure, on propose un projet, par exemple, lié, on veut faire un projet, par exemple, qui vise à faire les petits commerces. Hein? Vous voyez un peu ça. Alors, comment on peut comprendre que les projets qui étaient initiés en faveur des élèves
dans le cadre d'assurer un bon apprentissage, pourrait quitter directement l'objectif sur l'amélioration de la qualité d'enseignement et aller à l'objectif d'amélioration des revenus des femmes commerçantes, des femmes petites entrepreneurs, par exemple. Alors, ça devient des choses qui n'ont pas de corrélation parce que les résultats seront tout à fait distincts. Et à ce niveau-là, il n'y a aucune logique qui va intégrer les deux éléments. Et à ce niveau-là, ça devient une mauvaise conception. Voilà ce qu'on peut expliquer par là. C'est-à-dire que lorsque on a satisfait à un besoin, il faut mettre un autre besoin, mais l'autre besoin qui vient accompagner le succès du premier besoin doit avoir une corrélation logique entre les objectifs et les résultats. Alors, c'est à ce niveau-là qu'il faut réfléchir. Si c'est le projet consistait à améliorer la qualité de l'enseignement primaire en construisant à travers une construction des salles de classe, on peut encore proposer notre projet, par exemple, construire une cantine scolaire. Là, ça va passer. Hein? Lorsqu'on construit la cantine scolaire, on dit que non, il y a les enfants, peut-être dont leurs parents ne sont pas à mesure de distribuer même un gobelet de la bouillie le matin. Mais quand on construit une cantine scolaire, cela va aussi contribuer à l'amélioration des conditions scolaires, parce que quand l'enfant n'a pas pris quelque chose, il n'est pas stable pour suivre les cours. Mais lorsqu'il vient de prendre son gobelet de la bouillie, alors il est stable, il est rassasié, il suit les cours convenablement. C'est-à-dire que s'il y a un projet qui vise à construire une cantine scolaire, ce projet a une corrélation par rapport à l'objectif du premier projet qui a construit les salles de classe. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, ça va quand même. Ok. Oui. D'un dispensaire Oh, oui. scolaire. Oui. Si c'est pour la construction d'un dispensaire scolaire, ça contribue toujours parce que ça contribue à l'éducation. Parce que l'éducation de qualité doit marcher avec le bien-être, la santé et le bien-être social. Alors, si on construisait aussi un dispensaire scolaire ou ouvrir une pharmacie scolaire pour l'intervention des urgences, alors ça, c'est bien réfléchi. Ça va? Ok. Maintenant, quels sont les aspects à évaluer parfois? L'évaluation est utilisée pour mesurer la pertinence du projet. Ça va? L'efficience du projet et l'efficacité du projet. Au niveau de la pertinence du projet, il s'agit d'évaluer ces projets dans la mesure où les objectifs du projet correspondent aux besoins réels des bénéficiaires. Alors, c'est ce que je disais. Par exemple, il y a Uvira pendant la saison sèche, ça fait très chaud, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez l'argent, vous voulez venir appuyer la communauté vulnérable et vous dites que non, je viendrai installer mon projet à Uvira pendant la saison sèche. Ça va?
ou même quittons les projets de développement, allons à l'entrepreneuriat. Pour quelqu'un, par exemple, qui cherche à mettre une entreprise à Uvira, mais qui se dit non, je vais acheter les tricots ou les jaquettes, ça va? Pour aller les vendre à Uvira pendant la saison sèche. Imaginez-vous la température qui est à Uvira et quelqu'un qui amène des jaquettes à Uvira pendant cette saison. Vous comprenez que les objectifs de son projet ne correspondent pas aux besoins réels des bénéficiaires. Parce que les bénéficiaires qui sont les clients à ce stade vivent un climat très chaud et ils n'ont pas besoin de jaquettes. Peut-être ils auraient besoin de moustiquaires, comme il y a beaucoup de moustiques ou de ventilateurs. Alors, c'est à ce niveau-là, s'ils venaient avec des ventilateurs, tout le monde sera intéressé, n'est-ce pas? Mais comme il vient avec des blanquettes, des jaquettes pendant cette saison, des couvertures et trop dire, non, ça ne va pas passer. C'est-à-dire que le projet n'a pas bien étudié parce que ça doit répondre aux besoins de la communauté bénéficiaire. Alors, parlons de l'efficience. Dans l'évaluation, l'efficience mesure la manière dont les moyens mis en œuvre par les projets ainsi que les activités, on pourra corriger un peu là, ont permis l'atteinte des résultats. Il s'agit donc de mesurer la qualité de transformation des moyens en résultat dans la mise en œuvre du projet. Hier, j'avais longuement expliqué ça. Je disais qu'on est efficient lorsqu'on a réalisé une activité avec les moindres coûts, sans pécher contre sa qualité, n'est-ce pas? Sans pécher contre sa qualité, sans pécher contre les délais prévus pour la réalisation de cette activité, n'est-ce pas? Mais sans pécher aussi ou sans détourner les liens. C'est-à-dire, si le projet était pour Uvira, il faut que la réalisation soit à Uvira, mais il faut que la qualité soit la même, telle que prévue, mais la différence réside au niveau des négociations des prix. C'est-à-dire, on a prévu par exemple $200 ou $2000 pour une salle de classe, mais la salle de classe va respecter avec les 2000 planifiés pour achever cette salle de classe. On donne les caractéristiques de cette salle de classe. On dit que ça doit être une salle en matériaux durables, ça doit être une salle qui a de vitres, n'est-ce pas? Ça doit être une salle de 5 mètres sur 7, par exemple, ou de 7 sur 5. Ça doit être une salle qui aura, par exemple, des plafonds. Et cette salle doit avoir un tableau, n'est-ce pas? Alors, si maintenant, avec les 2000, vous arrivez à respecter cela, et on vous a donné les délais pendant lesquels cette salle devrait être achevée. Et si vous respectez tout cela, à ce niveau-là, vous dites non, la salle a été bien construite avec toutes les propriétés que vous avez demandées, mais nous avons négocié certains matériaux de construction à un prix un peu bas, et voilà, au lieu de $2000 qui étaient prévus, nous sommes arrivés à réaliser cette activité à $1600. Il y a une différence
des $400 qui restent, mais l'ouvrage a été construit avec respect de la planification des activités. À ce niveau-là, maintenant, on dit qu'il y a eu efficience parce que l'ouvrage garde les mêmes qualités, il respecte toute la planification du projet, mais il y a eu quand même quelque chose qu'on peut encourager parce que sur les 2000 prévus, seuls 1600 ont été utilisés. Voilà ce que j'ai parlé de l'efficience. Maintenant, l'efficacité. Pour l'efficacité, il faut retenir que l'efficacité vise à mesurer la qualité de transformer les résultats en rapport avec les objectifs du projet. C'est-à-dire, dans l'efficacité, vous faites une activité, ça va, et cette activité respecte les résultats et les objectifs planifiés. À ce niveau-là, vous êtes efficace, c'est-à-dire vous avez répondu correctement à ce qui est demandé. Là, on est maintenant efficace. Ça va? Esther, ça marche? Ça marche. D'accord. Alors, on va parler aussi de l'impact et de la durabilité pendant la phase de l'évaluation. Il faut noter que l'impact correspond au changement. Ça correspond au changement parce que lorsque on mesure l'impact d'un projet, on mesure ce qu'on appelle les changements apportés par ces projets. Et les changements ne se mesurent pas juste à la fin du projet. Les changements se mesurent après le projet. Parce que les changements viennent avec beaucoup d'étapes. Donc, le changement n'est pas automatique. Ça va? Alors, je vais dire ceci. Pour les mêmes projets de construire une infrastructure scolaire, l'infrastructure scolaire avait comme objectif d'améliorer la qualité de l'enseignement primaire dans les villages de Kasenga. Parlons de Kawizi. De Kawizi, voilà. Moi, je ne maîtrise pas beaucoup Vira. De Kawizi, voilà. Alors, la salle a été construite, n'est-ce pas? Oui. Là, on a eu le résultat. L'objectif spécifique qui était de construire les deux salles-là est atteint, n'est-ce pas? Mais il faut maintenant voir quel a été l'objectif global de ces projets. C'était pour améliorer la qualité de l'enseignement, n'est-ce pas? Alors, quand est-ce que maintenant on peut mesurer la qualité de l'enseignement? Quand est-ce qu'on peut se rendre compte que réellement la qualité de l'enseignement dans les villages de Kawizi est améliorée? Alors, ça demande du temps. Ça signifie que l'école est construite, les parents commencent à amener leurs enfants, les enfants prennent l'inscription, les enfants commencent les cours, les enseignants sont là, les enseignants demandent aussi d'être recyclés d'un moment à l'autre, les bibliothèques doivent être installées, n'est-ce pas? Et après cela, on doit peut-être insérer aussi
une salle de pratique informatique. Et après cela, il y aura des promotions et des promotions, n'est-ce pas? Mais à la fin de chaque promotion, il y a une évaluation. Les TENAFEP, par exemple, on va voir combien d'enfants, sur les 100%, vont obtenir leur certificat avec grande distinction. Combien d'enfants vont obtenir leur certificat avec distinction ou avec satisfaction? Maintenant, si le nombre de résultats à grande distinction, c'est le nombre qui est accentué, on va dire que non, la qualité de l'enseignement a été améliorée. On mesure ça à partir des résultats. Mais aussi, on ne se limite pas par là. On doit aller plus tard vérifier si les enfants, après l'école primaire, là où les enfants sont partis, d'ailleurs, ça sera les meilleurs indicateurs pour mesurer la performance de cette éducation, de cette école. On va aller vérifier. Maintenant, les enfants ont quitté l'école primaire. Là où ils sont partis maintenant pour faire l'école secondaire, comment ces enfants-là se comportent? Maintenant, on peut faire ce qu'on appelle l'étude, l'évaluation post-ant, n'est-ce pas? L'évaluation post-ant, c'est l'étude maintenant qui va dégager les indicateurs d'impact pour aller interroger les enseignants, même les enfants qui ont quitté l'école primaire de Kawizi, là où ils sont partis, s'ils sont partis à Mwanga, s'ils sont partis au collège Al-Fajiri, au lycée Wima, à l'ITFM, on va aller interroger ces enfants, même l'environnement scolaire, comment se comportent ces enfants qui ont quitté l'école primaire de Kawizi. Et on va voir leur palmarès. On va voir comment les résultats s'étaient enchaînés là où les enfants sont partis continuer les études. À partir de cela, on va maintenant présenter les indicateurs d'impact. Si les enfants ont bien avancé, les enfants continuent à faire les meilleurs résultats, on dira alors que les enfants, l'objectif sur le changement a été atteint, n'est-ce pas? C'est comme si quelqu'un faisait ça au niveau de l'université. Nous sommes à l'université catholique de Bukavu et après le cycle de licence ou le cycle de maîtrise, alors on part chercher l'emploi. Maintenant, lorsque l'université veut mesurer les indicateurs d'impact après le projet de formation, l'université maintenant va aller interroger les différents responsables d'entreprises qui ont accueilli les produits de leur université et leur demander quels sont les rendements, quels sont les indicateurs de performance des étudiants qui ont quitté l'université catholique de Bukavu. Et à ce niveau-là, on peut dire, voici les cotes, on va aller voir les chefs des ressources humaines qui donnent les rapports sur les indicateurs de performance de chaque agent. Et à partir de cela, on peut maintenant dire, confirmer que l'indicateur ou les indicateurs d'impact démontrent ou témoignent qu'il y a eu changement positif après la mise en œuvre du projet qui visait l'éducation universitaire, n'est-ce pas? Alors, c'est comme ça qu'il faut comprendre l'impact. Il faut comprendre que l'impact d'un projet
n'est pas évalué par les suivis, mais plutôt par l'évaluation d'impact. Est-ce que vous comprenez ça, même s'il y a un peu de redondance? Ça signifie que les suivis, les suivis évaluent les activités, les résultats et les objectifs spécifiques, tandis que l'évaluation évalue l'impact de l'objectif global, n'est-ce pas? Alors, vous allez poser la question, maintenant, lorsqu'il s'agit des résultats immédiats, des résultats intermédiaires, des résultats finaux, qu'est-ce qui évalue ces résultats? N'est-ce pas? Ces résultats peuvent être évalués, mais on ne dira pas on ne va pas parler d'impact à ce niveau parce que le projet n'a pas pris fait pour produire les changements. Alors, on peut venir mesurer les changements après l'achèvement, après la mise en œuvre du projet. C'est à ce niveau-là qu'on viendra mesurer les changements. Et ce que je voulais vous dire, parce que on va y arriver, je vais aussi vous donner les types de résultats. Quand est-ce qu'on parle de résultats immédiats? Quand est-ce qu'on parle de résultats intermédiaires? Quand est-ce qu'on parle de résultats finaux? Ça va? Ok. On va y aller. Je pense qu'il faut vous donner aussi une lumière par rapport aux sortes de résultats et à leur corrélation. Parce qu'il faut aussi vérifier lorsqu'on formule les résultats, c'est que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Lorsque nous vérifions les projets, quand on est en train de coter un projet, on doit aussi voir la corrélation qui existerait entre les différents résultats. Parce que si les résultats ne se présentent pas au même moment, c'est parce que l'évaluation aussi ne se présente pas au même moment. Je vous avais parlé qu'il y a des différents types d'évaluation, où je vous avais parlé d'évaluation avant le projet, qu'on appelle évaluation ex ante. Et il y a aussi l'évaluation intermédiaire, qu'on appelle évaluation à mi-parcours. Il y a aussi l'évaluation finale, qu'on appelle évaluation finale, mais aussi, il y a aussi l'évaluation après les projets, qu'on appelle évaluation post-ante, n'est-ce pas? Alors, c'est ce qu'on va maintenant expliquer. On va mettre un accent particulier sur la formulation des différents résultats et comment voir la corrélation. Quelle est la corrélation qui existerait entre les différents résultats qu'on peut aligner, n'est-ce pas? Mais il faut garder en tête que tous les résultats sont mesurés par les indicateurs. Et ces résultats-là, à un certain niveau, on les appelle ces indicateurs-là, on les appelle les indicateurs de résultats. Parce que dans la conception ou dans l'évaluation du projet, il ne suffit pas de présenter un résultat, mais il suffit de présenter ces résultats en le démontrant par des faits palpables qui sont les indicateurs. Parce que si vous vous rappelez, au début, je vous avais dit que les indicateurs constituent une unité de mesure. Les indicateurs constituent les niveaux de progression. Alors, c'est grâce aux indicateurs maintenant
qu'on doit évaluer les résultats. Les résultats peuvent être négatifs ou positifs, mais on doit les prouver par des indicateurs. Ça va? Alors, parlons maintenant de la durabilité. Lorsqu'on parle de la durabilité du projet, on veut mesurer à ce stade-là la manière dont les changements positifs du projet persistent durablement après la fin du projet. C'est là que doit jaillir alors la notion sur la pérennisation du projet. On pose une question. Vous avez demandé un financement pour exécuter un projet. Prenons un projet qui vise à faire les relèvements socio-économiques des femmes analphabètes dans la ville d'Uvira. Ça va? Ça, c'est un exemple que je prends au hasard. Et à ce niveau-là, on met un projet ensemble, on met un projet en place, on se fixe l'objectif. L'objectif est d'améliorer les revenus ménagers ou les revenus sociaux de ces femmes-là. Ça va? Et à ce niveau-là, on va maintenant poser une question. Celui qui va vous donner l'argent veut savoir, dans votre projet, vous devez montrer quelle sera la durabilité de ces projets une fois le financement est à sa fin. Comment les femmes pourraient-elles se prendre en charge bien que le financement a pris fin? C'est ça la notion qu'on doit développer sur la durabilité. Quels sont les mécanismes nécessaires en termes de stratégie que le concepteur du projet a mis en place et a prévu dans la planification du projet pour dire que une fois le projet est à son terme, voici les mécanismes ou les stratégies nécessaires que j'ai donné pour que ces femmes-là arrivent à s'autofinancer, arrivent à répondre ou arrivent à continuer avec les mêmes activités au-delà du projet. C'est le camp du fonds social. Ah, merci beaucoup. Le camp du fonds social. Ça va? Alors, là maintenant, on doit voir les niveaux de pérennisation de ce projet. Et quelqu'un peut donner un exemple. Je donne les premiers. Parmi les stratégies qu'on peut arrêter pour pérenniser l'activité ou pour assurer la durabilité de ces projets. Je peux dire un comité local de développement a été élu pour faire le suivi des activités de ces femmes après projet. Parce qu'après projet, une équipe, l'équipe du projet sera en congé parce qu'il n'y a plus le financement qui va payer l'équipe là pour continuer à suivre les activités des femmes. Mais pour que ces activités puissent continuer, on trouve que les femmes nécessitent quand même qu'il y ait un suivi, parce qu'à ce niveau, on suppose que les femmes n'ont pas acquis toute la maturité pour pouvoir se prendre en charge et avancer avec les projets. Alors, je peux dire non, je vais mettre comme stratégie un comité local de développement où je vais associer les chefs locaux, n'est-ce pas? Je peux prendre des membres, par exemple, de la société civile. Je prends des membres des ligues de femmes au niveau du village. Je prends, par exemple, des filles de la jeunesse de ces femmes qui sont proches de ces femmes-là.
je prends maintenant une équipe là. Cette équipe, je forme l'équipe par rapport au mécanisme de suivi. Comment est-ce que cette équipe va se comporter lorsque le projet prendra fin pour évaluer les différentes difficultés et proposer une solution, bien que l'équipe du projet ne soit pas encore régulier pour suivre ces femmes-là. Alors, où je peux dire, bien que le projet est pris fait, je dote par exemple, parmi les stratégies, j'ai dit non, j'achète un téléphone ou des téléphones à l'équipe, au comité local qui a été élu. Et ce comité, quand on va le lire, je ne dois pas élire ce comité moi-même. Il faut aussi que ça soit les mêmes femmes qui viennent élire le comité. Parce que si vous mettez en place un comité qui ne porte pas le choix de ces femmes, des bénéficiaires, ça va créer un conflit. Mais il faut dire à ces femmes que non, on souhaite que vous choisissiez vous-même les comités, que vous puissiez élire un comité qui pourra faire la supervision des activités après nous, n'est-ce pas? Et chaque fois quand vous aurez des difficultés, il faut maintenant nous appeler et nous faire part de la situation pour voir s'il y aura des solutions palliatives que nous pouvons apporter, bien que le projet est déjà fini. Parce que le projet est fini, mais les partenariats restent. Et nous sommes dans l'obligation d'accompagner toujours ces femmes qui ont bénéficié de notre fonds, afin qu'ils puissent faire des meilleurs résultats, même à la fin du projet. Continue à se prendre en charge. Oui, il continue à se prendre en charge. Esther, est-ce que ça marche? Ça marche, un petit souci de connexion, mais on va juste se rattraper. Aïe. Vous avez... Alors, héritier, vous avez aussi les problèmes de connexion? Héritier? Oui. Ah, vous avez aussi les problèmes de connexion? Oui, moi aussi je connais des problèmes de connexion, surtout dans la zone où nous vivons. Donc, la connexion est très difficile, mais je fais l'essentiel. Aïe. Vous êtes dans quelle zone, héritier? Je suis dans la ville de Guémena, dans la province d'ici d'Ubangi. Courage. Mais nous allons forcer, héritier, on n'a pas le choix, on va forcer. Peut-être petit à petit, la connexion va s'améliorer. Ok, pas de problème. D'accord. Alors, là maintenant, je vous présente les critères de formulation des résultats. Comme on était en train de parler des résultats, parce que ce sont des résultats qu'on évalue. Et vous devez être à mesure de connaître quels sont les aspects techniques qu'on doit évaluer lorsqu'on est en face des résultats. Alors, il faut que ces résultats respectent également la règle SMART. Mais je vais vous dire que pour certains, il y a ceux qui ne sont pas exigeants et qui acceptent les résultats, bien qu'ils ne respectent pas la règle SMART. Mais il faut nous conseillons les gens de construire de formuler des résultats qui respectent la règle SMART. C'est comme aussi la même règle est imposée aussi aux objectifs spécifiques.
Il faut que les objectifs spécifiques respectent cette règle SMART. La règle SMART signifie S signifie spécifique, M signifie mesurable, A signifie atteignable, R réalisable et T c'est temporel. Donc temporel ou défini dans le temps, n'est-ce pas? Alors, il faut comprendre, lorsque on parle de la spécificité, l'attention est focalisée sur quel élément? C'est à travers un exemple qu'on peut comprendre bien cela. J'ai dit par exemple, un projet qui vise à mettre une activité en faveur des femmes transfrontalières de la région de Grand Lac dans le but de renforcer la cohésion sociale et la solidarité de la paix Dans ces pays. dans la sous-région des Grands Lacs. Ça va? Oui. Alors, nous disons, je donne le cas qui est le nôtre ici à côté. Nous sommes des pays limitrophes entre avec les Burundi et le Rwanda, n'est-ce pas? Nous partageons les mêmes frontières. Et nous trouvons par exemple que dans la sous-région, il y a crise de paix, c'est-à-dire nous voulons maintenant mettre en place un projet qui va apporter une cohésion sociale pour renforcer les mécanismes de paix dans la sous-région. Et à ce niveau-là, j'ai dit, les femmes là, à partir de quelle activité elles peuvent se retrouver ensemble? J'ai dit non, c'est les petits commerces transfrontaliers. Parce qu'il y a les femmes qui quittent le Congo pour aller acheter les articles au Burundi ou au Rwanda et vice-versa. N'est-ce pas? Oui. Alors, nous comprenons que les points communs qui réunissent ces femmes, l'inclusion de ces femmes est autour d'une activité génératrice de revenus qui est les petits commerces transfrontaliers. Et à ce niveau-là, j'ai dit non, on doit renforcer la cohésion sociale et la solidarité de paix à travers l'activité génératrice de revenus qui est les petits commerces. N'est-ce pas? Alors, comme on va maintenant parler du petit commerce, on achète maintenant, on étudie les différents petits commerces qu'exercent ces femmes et on les réunit. On dit par exemple, on identifie les femmes qui font par exemple la pratique du commerce des légumineuses, ils vendent les habits, ils vendent, il y a ceux qui vendent les volailles, les poules, ainsi de suite. Alors, on dit maintenant, on va renforcer leur capital. Et on utilise une approche qu'on appelle par exemple cash for peace. On donne l'argent pour renforcer la cohésion sociale et la solidarité de paix. Alors, on interroge ces femmes à travers une enquête et à partir de cette enquête, on étudie leur degré de pratiques commerciales. Oui, en termes d'argent, quel est leur capital? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Ça va? Parce que ce sont des femmes qui pratiquent le commerce. Mais
on veut seulement renforcer et on veut que ces femmes arrivent maintenant à se réunir ensemble autour de leur exercice, qui est la pratique du petit commerce transfrontalier. Et à ce niveau-là, maintenant, on va mesurer les résultats. On dit par exemple, d'ici fin trimestre, ça c'est un cas que je donne, d'ici fin trimestre, les capitales des femmes ou les chiffres d'affaires des femmes exerçant les petits commerces transfrontaliers dans la sous-région des Grands Lacs vont accroître, par exemple, d'un taux élevé à 3%. Donc, il y aura 3% sur l'augmentation du taux d'évolution sur leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire, si la femme qui avait un chiffre d'affaires de 300 000 va se trouver après 3 mois, n'est-ce pas, va se trouver avec 330, n'est-ce pas? Alors, à ce niveau-là, la femme le chiffre d'affaires de cette femme-là est accru de 10%, de 300 à 330. Alors, les 10% là-bas, c'est les résultats positifs dans l'exercice, n'est-ce pas? C'est un résultat positif dans l'exercice, mais la femme n'est pas à la fin du commerce, c'est au bout de 3 mois, parce qu'on a fait une évaluation intermédiaire ou une évaluation à mi-parcours qui veut savoir, au bout de 3 mois, à quel niveau les chiffres d'affaires de ces femmes-là arrivent. De combien de pourcents en termes de taux de croissance les chiffres d'affaires est passé. Est-ce que ça a évolué? Et si ça a évolué, de combien de pourcents le taux de croissance est évalué? Alors, c'est mesurable. Oui, là c'est mesurable. Mais ce que je vais donner comme spécifique, ce qui est spécifique là-bas, c'est la catégorie des bénéficiaires. Vous voyez un peu ça? Parce que je n'ai pas parlé de toutes les femmes. J'ai parlé des femmes, des femmes pratiquant les petits commerces transfrontaliers, hein, dans la région dans la sous-région des pays des Grands Lacs. Alors, ça signifie que les projets n'ont pas été destinés à n'importe quelle femme. Pour bénéficier de ces fonds, il faut être dans cette catégorie de femmes pratiquant les petits commerces transfrontaliers. C'est spécifique. Et il faut être résident ou résidente de l'un de ces 3 pays-là. Vous comprenez à quel niveau la spécificité se mesure? Ok. Maintenant, c'est mesurable lorsque je dis que on va prendre par pays 50 femmes. J'ai dit, ça 50 femmes seront soutenues dans leurs chiffres d'affaires seront soutenus. On va donner l'argent à 150 femmes qui exercent les petits commerces transfrontaliers. Le fait que je précise le nombre de femmes dont leur capital ou dont leur chiffre d'affaires sera soutenu, cela signifie que le nombre de bénéficiaires est mesurable.
Parce que là, on a donné la précision. Oui, les bénéficiaires directs sont à combien? Ils sont à 150 femmes. Mais si je n'ai pas précisé l'effectif, là, je reste un peu flou. Parce qu'on comprend, oui, c'est pas mesurable. Si on s'arrête au niveau des femmes, on dit non, on a soutenu les femmes pratiquant les petits commerces transfrontaliers. Mais on ne donne pas le nombre exact des femmes qui seront soutenues par des projets. À ce niveau-là, on n'est pas mesurable. Vous comprenez cela? Alors, on va parler de l'aspect atteignable. Lorsqu'on parle maintenant de cet aspect ici, on veut savoir, est-ce que ces femmes-là, par rapport aux moyens qu'on a, par rapport à la distance, à la zone du projet, est-ce que ces femmes-là peuvent être atteignables? Est-ce que ce qu'on a disponibilisé comme ressources en termes de logistique, en termes de finances, en termes de localisation géographique de ces femmes, est-ce que ce sont des femmes qu'on peut voir si on a besoin de ces femmes? Hein? Est-ce que les moyens que vous disposez vous permettent de localiser, d'appeler, de réunir ces femmes-là? Oui, alors on comprend que les bénéficiaires sont atteignables. Parce que si je dis par exemple, on va assister les femmes qui sont à Kinshasa par exemple, nous sommes à Uvira. On a que... Oui, les projets, c'est pour la sous-région ici des pays des Grands Lacs. Mais nous sélectionnons les femmes qui se trouvent dans la commune de Gombe à Kinshasa. Non, c'est pas atteignable. Hein? Ouais. Faut-il payer l'avion pour aller chercher ces femmes-là? Pourquoi créer des dépenses et des embouteillages alors que les femmes-là ne sont pas atteignables? Oui. Je pense que là, vous saisissez quelque chose. Alors, pour ce qui est réaliste, ça, c'est concentrer beaucoup sur les budgets. Alors, vous avez dit que les femmes seront appuyées au niveau de leurs activités, l'activité principale qui est les petits commerces transfrontaliers. Maintenant, on se pose des questions. Pour que la femme soit correctement appuyée et que cela apporte demain ou après-demain un changement, pour que la femme sente réellement qu'elle a été appuyée. Est-ce que l'argent qui est là va aider les 150 femmes, chacun dans ce qu'il fait comme activité, et qu'on puisse trouver l'intérêt que va porter ce budget-là. Parce qu'on peut dire on a 150 femmes, mais chaque femme va bénéficier, par exemple, 10% de son capital, n'est-ce pas? Parce que ce sont des femmes qui pratiquent les petits commerces, ils ont leurs fonds. Mais on va donner à chacun ou à chacune 10% de son capital, n'est-ce pas? 10% de son chiffre d'affaires. Et à ce niveau-là,
on va maintenant voir, est-ce que les 10% peut apporter un changement significatif par rapport à son activité? Est-ce que cela peut pousser à cette femme-là de bien évoluer? Est-ce que cela peut supporter, peut subvenir à la prise en charge socio-économique de ce qu'on veut, de ce qu'on veut trouver, Selon les objectifs. oui, selon les objectifs? Est-ce qu'on n'a pas donné quelque chose d'insignifiant qui ne va rien changer sur la vie quotidienne de cette femme-là? Comprenez? Réaliste. C'est à ce niveau-là qu'on dit non, ce que vous avez donné. Si quelqu'un, par exemple, a $100, on dit, il a $100, on va donner 300. Là, c'est bon. Parce que les techniques et l'expérience que nous avons, parfois, il faut multiplier les capitales par 3. Oui. C'est à ce niveau-là qu'on commence à mesurer les réalismes ou les changements par rapport au capital initial qu'avait cette femme. Il faut parfois multiplier ça par 3. Mais si vous dites la femme qui a $100 comme capital, ça va? Vous venez vous ajouter seulement $10 à cette femme-là. Maintenant, les $10. Elle risque même de ne pas même utiliser ça Oui, dans la chose oui, orientée. oui. Les $10 là vont faire quoi? Quel sera l'impact des $10 par rapport à son revenu? Vous comprenez un peu ça? Ça, c'est pas réaliste. Oui, c'est pas réaliste. Maintenant, au niveau temporel, on veut savoir, vous voulez accompagner les femmes dans les petits commerces transfrontaliers. Est-ce que cela est mesuré dans le temps et dans l'espace? Est-ce que les mesures, les stratégies nécessaires ont été étudiées par rapport au marché, par rapport au climat des affaires? Ça signifie les femmes qui vendent les denrées alimentaires au niveau de la frontière ou qui traversent la frontière pour se diriger dans les principales villes d'origine. Maintenant, on va vérifier. Les femmes là, vous avez donné l'argent. Mais est-ce que vous n'avez pas donné l'argent pendant la saison où les denrées alimentaires ne sont pas produites? Ils sont rares. Les denrées alimentaires ne sont pas produites. Alors, à ce niveau-là, vous donnez l'argent, mais vous n'avez pas étudié les paramètres nécessaires sur la période culturelle, la période de production, les saisons culturelles. Alors, à ce niveau-là, ça risque d'influencer négativement les projets, n'est-ce pas? À ce moment-là, on dira que l'activité ou les projets n'a pas été temporel parce que vous n'avez pas bien mesuré le temps. Et on peut aussi faire une petite objection dans un autre contexte sur le temps. Par exemple, vous avez donné l'argent à ces femmes-là pour qu'ils pratiquent, pour qu'ils renforcent leurs capitaux, mais vous dites à ces femmes, suivez bien, vous dites à ces femmes de renforcer par exemple leurs capitaux à travers l'octroi des crédits. Ça va? C'est plus dangereux alors. Oui. Non, parfois il y a les approches. Et on peut dire, non, l'activité est en train de bien avancer. Je vais organiser l'approche sur la méthode avec.
hein, Oui. la méthode avec association villageoise de crédit et d'épargne, n'est-ce pas, ou d'épargne et de crédit. Et à ces niveaux-là, j'ai dit, voilà, je donne par exemple, j'ai assisté les femmes dans l'entrepreneuriat. On a commencé à former les femmes sur les pratiques culturelles des produits vivriers dans la plaine de la Ruzizi. Après avoir fini la formation, il faudrait que les femmes soient intégrées dans les activités. Et au niveau des activités, j'ai dit non, je donne à ces femmes, ces femmes-là ont leur champ, mais il manque de semences. Je distribue des semences. Les femmes bénéficient des semences, n'est-ce pas? Et maintenant, on peut utiliser une approche. On dit, pour que ces femmes n'arrivent pas à consommer les semences qu'on leur donne, oui, pendant la saison culturelle, je vais les faire abonner dans une institution de microfinance qui va leur donner des petits crédits, et ces petits crédits vont empêcher la consommation des semences qu'on est en train de distribuer. Alors, on leur donne un petit fonds, les fonds qu'ils vont manger. C'est comme une sécurité, une couverture pour qu'ils ne puissent pas consommer les semences. Et à ce niveau-là, j'ai utilisé une approche. J'ai dit aux femmes là-bas, vous allez prendre les petits fonds, mais les petits fonds seront remboursés en contrepartie par les produits vivriers quand vous allez maintenant faire la récolte. Alors, on va comprendre si une femme, nous lui avons donné les haricots pour cultiver un hectare. Alors, on lui demande seulement de rembourser à sa récolte, elle rembourse peut-être 20 kilos ou 25 kilos. Dans 200 kilos. Dans 200 kilos, dans 200 kilos par exemple. Alors, vous allez comprendre que c'est un crédit, mais qui ne pèse pas, qui ne va pas peser aux bénéficiaires. Alors, on prend cette approche-là. Et maintenant, quand les femmes vont arriver à la moisson, ils vont maintenant donner facilement. Est-ce qu'on applique pas une stratégie? Ils consomment souvent ça. Oui, quand on n'applique pas des stratégies, il y a même les autres qui les vendent. Oui, Hein? Avec les haricots, Oui, les padis, les pailles, c'est consommable. c'est consommable, ils peuvent vendre ça. Maintenant, il faut maintenant avoir des stratégies pour faire ça. Pour atteindre les objectifs. Pour atteindre les objectifs. C'est ça maintenant ce que je suis en train de dire là. J'espère que vous avez compris. Oui. Parce que souvent, vous trouvez ces semences dans les marchés. Effectivement. C'est comme s'il y a un problème. J'attends des bruits. Je voulais vérifier que les... Je ne sais pas, le problème c'était à quel niveau? Vous avez fini? Non, on n'a pas fini. Il y a eu un petit souci.
on comprenait comme s'il y avait des sons. Alors, je pense qu'on évolue bien, madame ou mademoiselle Esther et les frères héritiers. Oui, on est en train de se battre coûte que coûte qu'on ait quelque chose toujours. Oh, c'est bien comme on va nous balancer encore. Oui. On va lire et relire encore pour avoir quand même le maximum possible. D'accord. Alors, l'évaluation, j'ai synthétisé ça parce que parfois, quand on parle de l'évaluation, c'est à plusieurs stades, dans des techniques très variées. Et chaque organisation a sa manière d'organiser les systèmes d'évaluation. Mais nous, comme facilitateurs du présent module, nous devons vous donner les points cruciaux qui peuvent vous aider à comprendre quelque chose. Vous n'êtes pas appelé à devenir expert, mais du moins avoir les prérequis nécessaires qui peuvent vous accompagner dans vos principales activités liées à l'exercice du suivi et de l'évaluation. Alors, je ne reviens pas sur la définition, mais je voudrais signaler quelque chose sur les critères d'évaluation. Lorsque on veut faire l'évaluation, il y a des critères. Et parmi les critères, il y en a beaucoup, mais je n'ai pas tout donné. On doit tenir compte de la pertinence, on doit tenir compte de l'efficacité, on doit tenir compte de l'efficience, comme on le disait toujours. On doit tenir compte du développement institutionnel et autres impacts, mais aussi on tiendra compte de la durabilité. Peut-être ici, l'élément nouveau qui apparaît, c'est au niveau du développement institutionnel. Alors, parce que c'est nouveau pour vous. Non, ici, au niveau du développement institutionnel, c'est lorsque on veut évaluer, on veut faire les diagnostics institutionnels. Et là, ça se passe sur plusieurs aspects. La capacité des ressources humaines, la capacité logistique, la capacité administrative, la capacité financière, ainsi de suite. Ça, c'est au niveau quand on est en train d'évaluer une institution ou une organisation. Non, là, nous sommes au niveau du développement institutionnel. C'est un élément qui demandait une explication particulière. C'est ça. Et après, maintenant, on va vous donner le schéma, les principaux termes utilisés en suivi-évaluation, applicables au projet relevant du FFP. Le FFP, là-bas, c'est notre centre. Je vais enlever ça. Mais ce que je vais vous donner ici, c'est ce qui est général. Parce que vous devriez comprendre les principaux termes utilisés dans le système de suivi-évaluation et comment ces termes sont intégrés dans le processus. Ça va? Et là, j'ai donné maintenant, j'ai aligné chaque concept ou chaque terme et la manière dont il se présente sur le schéma. Ça va? Alors, vous voyez que là, on doit étudier les facteurs externes. Et parmi les facteurs externes, on peut parler des risques qu'on va voir plus tard. On parlera des risques qui peuvent mettre les projets en difficulté. Mais avant de parler de cela,
on va maintenant vous montrer quels sont les risques externes auxquels un projet doit faire allusion avant d'être envoyé ou avant d'être élaboré. Parce qu'on doit évaluer les risques au niveau interne et les risques au niveau externe. Et il faut tenir compte qu'il y a les risques qui se passent de manière circonstancielle. C'est par exemple les risques liés aux événements environnementaux, les risques liés aux catastrophes naturelles, comme on peut parler ici des facteurs externes liés à la pluie. Par exemple, un projet de construction, mais on a dit que dans 3 jours, on va terminer 4 murs, par exemple. Mais pendant toute la journée ou pendant tous les 4 jours, il est en train de pleuvoir abondamment. Il n'y a pas moyen que les maçons puissent continuer leur travail. Et c'est là, vous voyez que ça peut anticiper. Oui, ça va anticiper la planification liée au temps. Mais aussi, si par exemple, la construction n'était pas encore atteint un niveau où on peut sécuriser ce qui est déjà fait, ça risque même de démolir ce qui a été, les premiers efforts risquent d'être en difficulté. Supposons si on était en train de faire des salles de classe en daube ou de la fabrication de blocs en ciment et que cela soit le cas. Donc, les projets rencontrent une difficulté et si vous êtes concepteur du projet, vous n'avez pas planifié ces risques et la stratégie de mitigation contre ces risques-là, ça risque de vous surprendre et de perturber votre plan du travail. Alors, ici, on va voir aussi les facteurs externes liés aux politiques, aux différents politiques. Alors, je peux dire là-bas, une activité qui visait à renforcer les capitales des femmes pratiquant le petit commerce transfrontalier, mais qui se heurte contre les mauvaises coopérations bilatérales entre les 3 pays. Ça peut contraindre les résultats de ces projets-là. Je donne un cas. On trouve que les femmes qui quittent le Rwanda, les femmes qui quittent la RDC pour aller s'approvisionner en matière au niveau du Rwanda, il y a les taux qui galopent du jour au jour sur les taxes. On demande à ces femmes-là de payer les taxes qui vont au-delà de leurs moyens. Vous comprenez un peu ça? Alors, si tel est le cas, vous allez voir que si vous n'avez rien prévu comme stratégie de mitigation liée aux politiques bilatérales de ces 3 pays-là, les femmes risquent de perdre l'argent que vous avez donné au niveau de la fiscalité, de la mauvaise gestion fiscale, parce qu'on demande des taxes, on fait une surtaxation à ces femmes-là et on risque de se retrouver dans des pertes. Et à ce niveau-là, maintenant, ça pose problème. Et s'il n'y avait pas eu une stratégie de mitigation, on va alors se rencontrer avec beaucoup de difficultés et le projet va échouer. Alors, la stratégie de mitigation qui serait mise en place pour contraindre cela, on devrait dire qu'on devrait d'abord planifier une activité intermédiaire pour aller d'abord
atténuer la gestion fiscale au niveau de ces frontières. Au besoin, avoir un cadre qui va aller régler d'avance les problèmes liés aux taxes que paieraient ces femmes. Et à ce niveau-là, les femmes devraient alors exercer leur métier sans tracasserie des taxes. Oui. Alors, c'est un peu ça. Et les prix là-bas, vous devez savoir que lorsque, par exemple, vous faites une activité génératrice de revenus, vous devez mettre des stratégies de mitigation liées au risque du prix. Parce que tu peux donner l'argent, n'est-ce pas? Et si tu n'as pas tenu compte, par exemple, prenons le cas aujourd'hui entre les petits commerces entre le Burundi et la RDC. N'est-ce pas qu'il y a un problème lié, chaque fois il y a les problèmes liés au taux d'échange. Alors, si vous ne tenez pas compte de ça quand vous donnez l'argent, alors sachez que les femmes là vont se heurter contre certaines difficultés liées au prix. Oui, ça peut être perturbé. Mais si vous êtes un bon planificateur, vous devriez arrêter une stratégie pour éviter les problèmes de prix par rapport au taux d'échange, mais aussi vous devez mettre une politique qui devrait protéger, par exemple, l'argent. C'est à ce niveau-là qu'on parle que si ces femmes sont dans les activités génératrices de revenus, il y a les thèmes transversaux qui doivent venir, les politiques transversales qui doivent venir, qui doivent être élaborées et les mettre en faveur de ces femmes. Donc, il faut organiser des formations supplémentaires comme l'éducation financière, montrer à ces femmes comment on gère la monnaie, comment on prévient les problèmes liés à l'inflation ou à la déflation, n'est-ce pas? Les problèmes, comment dépenser, comment gérer les dépenses. Alors, c'est toutes ces politiques-là qui vont maintenant aider à la femme de marcher dans ses activités sans qu'il n'y ait pas beaucoup de pertes. Parce que vous devez donner l'argent et donner les mécanismes nécessaires pour protéger cet argent. Alors, les processus, vous voyez, il y a les intrants. C'est une occasion aussi de se rappeler qu'est-ce qu'on doit avoir dans les intrants. Au niveau des intrants, nous avons les ressources, n'est-ce pas? Au niveau des processus, on a maintenant la formation. C'est-à-dire, ici, il y a un exemple, nous avons les ressources humaines au niveau des intrants, nous avons les ressources financières, nous avons les équipements et les matériels. Et je vous disais que les intrants sont les différentes ressources grâce auxquelles nous obtenons les activités, n'est-ce pas? Maintenant, les processus, c'est le système par lequel une activité est posée pour aller aux extrants, n'est-ce pas? C'est à ce niveau-là maintenant qu'on va former les femmes, par exemple. On fait les renforcements des capacités. On fait aussi les renforcements de l'infrastructure, comme j'ai donné un exemple là-bas. On quitte les processus, on va aux extras. Pour les extras, en d'autres termes, dans les systèmes anglophones, vous allez trouver des petites confusions. Il y a ceux qui utilisent les extras comme des résultats. Oui. Mais dans un autre système, vous allez voir une petite différence entre les extras et les résultats. Ça va. Alors, parce que
dans des livres que vous allez consulter, j'ai prévu plusieurs bibliographies, plusieurs références bibliographiques que vous allez utiliser à la fin de la formation pour renforcer davantage les connaissances. Mais vous allez voir que pour certains, les extrants sont considérés comme des produits, mais pour les autres, les extrants sont différents des produits. Alors, à ce niveau-là, on va considérer les produits comme les sous-résultats et les extras comme des résultats. Alors, ici, j'ai donné un cas où on a l'intrant. On quitte l'intrant pour aller au processus, n'est-ce pas? On quitte le processus pour aller aux extras. On quitte les extras pour aller aux résultats. On quitte les résultats pour aller aux impacts. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Il faut lire ce qui est à l'intérieur pour comprendre comment on a quitté l'intrant jusqu'à l'impact. Ici, je lis ressources humaines. Ça, c'est au niveau des intrants. Au niveau du processus, il y a une formation, c'est-à-dire on a formé les ressources humaines pour qu'ils puissent être à mesure de bien faire leur travail, n'est-ce pas? Alors, au niveau des extras, nombre de personnes formées. On peut dire 4 personnes sont formées sur la gestion du projet dans l'association Amuka Tujeng. Alors, ça maintenant, c'est un extra, c'est un résultat, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Alors, c'est pourquoi là, vous allez voir que ces résultats ici risquent d'être considérés, l'extra ici risque d'être considéré comme les sous-résultats du résultat ici. Hein? Et à ce niveau-là, le nombre de personnes formées, le nombre de kilomètres de routes construites, mais à ce niveau, au niveau maintenant de résultats proprement dit, on va parler de l'accroissement des connaissances. C'est-à-dire, les ressources humaines qui ont été formées, au niveau du processus, il y a eu formation, n'est-ce pas? Au niveau des extras, on a donné l'indicateur ou les premiers résultats. Donc, le nombre de personnes qui ont été formées. Alors, ce nombre de personnes qui ont été formées ont acquis un certain nombre de connaissances après formation. Donc, les résultats ici, c'est l'accroissement des connaissances. Après la formation. Oui. Et maintenant, l'impact, c'est le changement. Alors, on dit qu'il y a eu recul de la malnutrition. C'est-à-dire que la formation était basée sur la malnutrition. Et après, l'impact nous dit qu'il y a diminution de la malnutrition. Oui. Il y a eu... Oui, ça, c'est le changement maintenant. Oui, c'est le changement. C'est-à-dire, on était dans un projet... Oui, comme un projet nutritionnel. Alors, on a formé les personnels. Après avoir formé les personnels, on vérifie les premiers résultats, les résultats immédiats, c'est le nombre de personnes formées. Mais les résultats finaux, ça devient les résultats intermédiaires, les résultats immédiats ici qui est l'extra, devient les sous-résultats du résultat final qui est l'accroissement des connaissances. Donc, pour arriver à l'accroissement des connaissances, il faut d'abord avoir été formé. Vous comprenez cela? Oui. Et maintenant, lorsque on a été formé, lorsque on a acquis les connaissances, les niveaux de connaissances, tout cela contribue au recul de la malnutrition dans la communauté. Donc, à ce niveau-là, partant de l'exemple, ça signifie que la formation était concernée la réduction de la malnutrition dans la zone. Vous comprenez ça? Oui. Ok. Alors, le deuxième exemple là, on a formé, n'est-ce pas,
il y a renforcement de l'infrastructure, c'est-à-dire que, par exemple, un projet qui vise à construire des routes secondaires, n'est-ce pas, ou les routes de desserte agricole. Alors, ici, au niveau des extras, c'est-à-dire le premier résultat, c'est le nombre de kilomètres construits. Alors, après le nombre de kilomètres construits, on évalue et on trouve que non, un certain nombre de kilomètres ont été construits. Maintenant, on peut dire qu'il y a amélioration des pratiques, n'est-ce pas? Et maintenant, au niveau de l'impact, on va dire qu'il y a accroissement des rendements agricoles. Oui, on suppose que c'était un projet qui visait à construire des routes de desserte agricole. Maintenant, à partir de cela, un certain nombre de kilomètres ont été construits. Et quand les kilomètres ont été construits, il y a eu quand même amélioration des pratiques agricoles. Les gens commencent à atteindre facilement les champs, n'est-ce pas? Ils cultivent sans difficulté et quand ils récoltent, leurs produits quittent les villages jusqu'en ville où ils vont vendre leurs produits. Maintenant, en mettant tout cela sous examen, on trouve alors qu'il y a accroissement des rendements agricoles. Vous y êtes? Maintenant, à partir de l'intrant jusqu'aux extrants, on parle maintenant de suivi mesurable annuel. C'est-à-dire que lorsque on veut évaluer les 3 cas ici, les minimums par rapport au genre du projet pouvaient prendre au moins une année. C'est-à-dire que c'est chaque année où on pouvait faire ces suivis. Mais ces suivis peuvent présenter le résultat au bout de 12 mois. Alors, là maintenant, c'est le suivi. Vous comprenez? C'est le suivi. Maintenant, l'évaluation des mi-parcours commence à partir du premier résultat jusqu'au deuxième résultat. Parce que ici, vous allez voir que ce sont les extras se présentent comme de premiers résultats. Vous comprenez ça? Et on peut dire en d'autres termes que c'est l'extra ici, c'est un sous-résultat. Il est quelle heure? Il est déjà temps. Je m'excuse, j'ai dépassé légèrement le temps. Il y a 1 minute déjà passée. Et pour aujourd'hui, on va devoir nous arrêter à ce niveau. Je ne peux pas aussi aller au-delà du temps prévu. On doit respecter les gens lorsqu'ils viennent, ils ont abandonné leurs tâches. Mais nous allons poursuivre demain et on va tout faire pour que les modules vous arrivent à temps. Merci beaucoup pour votre patience. C'est à nous de vous remercier également. Merci beaucoup. Je vais demander maintenant au chargé de logistique pour qu'il puisse tout faire en fait que vous ayez les modules avant le temps, vous aurez le temps de l'exploiter et demain on peut avancer en mieux. D'accord, merci. On pense qu'on aura aussi des temps pour des questions alors demain. Oui. Merci. Merci beaucoup. Bon reste du temps. OK. Alors, on a fini. On a fini. Ici. Oui.